Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, donc vous voyez, le titre de la conférence que l'on vous propose, c'est du manifeste agile au manifeste convivialiste, à la recherche de la résilience perdue. On va pas voir un film, hein. C'est juste une image, mais bon, pour être sympa, mais une fois. Alors tout d'abord, on va faire un grand merci aux sponsors, sans qui on ne pourrait être là aujourd'hui, de façon entièrement gratuite. Et un merci particulier à 3IS qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui. Alors je suis Xavier Chapoulard, je suis coach agile et je travaille chez Capgemini. Benoît Soulard, oui, effectivement, coach agile. Ah, je suis coach agile et formateur à la GR Carco. Et c'est à la GR Carco qu'on s'est rencontré avec Xavier sur une mission d'accompagnement d'équipe agile pendant plus d'1 an. C'est ça. Et donc, on parlait du... Oui, on va commencer par un petit jeu. Il y a longtemps qu'on n'a pas joué. Un petit quiz, tout simple. On n'a pas pris, il y a 3 photos d'un même lieu. Ok, ça aurait pu être partout ailleurs, mais là, les 3 viennent du même endroit. Il y a un jeu où on peut gagner des paquets de cartes, en plus. C'est un jeu où on peut gagner, en plus, des choses. Et la question, c'est à ceux qui trouvent, c'est, d'après vous, d'où viennent ces 3 photos? Oh, Tchernobyl. Tchernobyl, qui c'est qui a dit Tchernobyl? Ah, vous avez gagné plein de paquets de cartes. Tiens. c'est ça, si j'en avoir assez. Là. Il y a des Tchernobyl. Qui c'est gagné Tchernobyl? T'as gagné? Bah, t'as gagné alors. Allez, c'est pas grave, vous avez gagné. Pardon? Ah, oui, ça y est, on a lancé un Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est la catastrophe de Tchernobyl qui est donc. Tu as dit, est-ce que ça a été écrit? C'est dans la vie. C'est possible. C'est possible. En fait, honnêtement, je vous l'ai dit, hein, c'est pas moi qui suis allé prendre des photos. Donc, hein? C'est vrai. Mais effectivement, donc ça vient à côté de Tchernobyl, on va dire. Vous vous rappelez, je ne veux pas poser la question, mais là, c'est 86, donc ça date. Hein. Donc voilà, donc là, on va toucher là, avec ce première image là, vous venez de toucher le premier principe du manifeste convivialiste, qui est la commune naturalité. Commune naturalité, on va le voir, hein, ça veut dire quoi? On n'a qu'une Terre, on n'a qu'une planète. Donc si on n'en prend pas soin, l'homme est responsable de sa planète, eh ben, on peut arriver à des catastrophes comme ça. Alors là, heureusement, la nature a été résiliente, hein, ça repart. Hein. Il y a même, on n'a pas mis des espèces d'animaux qui revivent, etc. Ça repart, peut-être pas pour l'humain, mais pour le reste de la nature, oui. Donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant, ce premier principe de commune naturalité. On va voir ça dans le manifeste convivialiste. Alors Xavier, tu te rappelles tout ça nous est venu, ça on a discuté, puis une fois on a dit tiens on va faire une conf sur le manifeste convivialiste et le manifeste agile. C'est vrai ça, Benoît, pourquoi on a fait cette conf Attends. Ah oui, c'est vrai, dans notre aventure commune, en fait, on s'est rendu compte que les équipes agiles, la vie des équipes agiles n'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc il faut souvent stabiliser, accompagner les équipes et les aider à trouver des solutions pour surmonter les difficultés. Donc je pense que c'est de là notre idée. Oui, tout à fait. Je partage le même constat. Hein. C'est comment les équipes elles vivent différentes expériences. Et la résilience d'équipe, c'est comment stabiliser, comment voir ces différents niveaux et comment les stabiliser quand on peut, surtout en tant que coach, avoir une vision externe par rapport à ça. Et puis le manifeste convivialiste, parce que en fait, on voit qu'il y a des parallèles qui vont être faits avec le manifeste agile, beaucoup plus large que le manifeste agile. Et c'est intéressant de prendre un peu de recul, de réfléchir à tout ça, de ne pas être non plus toujours trop dans le manifeste agile à proprement parler. Voilà. Nectone, ouais, donc là, je vous poserai pas la question d'où vient cette photo. C'est une photo de rugby. Elle est ancienne, c'est pas l'équipe de France il y a une semaine ou deux. Hein. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? En fait, a priori, alors je me rappelle plus quel match, mais a priori, l'équipe s'est pris un essai. L'équipe se parle, l'équipe se regarde. Il y a beaucoup de communication non visuelle. Il y a une personne qui parle, les autres c'est du non visuel. Ils sont tous là, ensemble. Un peu l'image de Scrum. Hein. Donc voilà, ils se sont pris un essai, ils vont rebondir, ils vont passer de l'échec à l'opportunité. C'est ça la résilience, c'est passer d'un état à un autre état. D'un état, donc on peut redescendre d'un état, mais comment on remonte à un état supérieur par rapport à ce qu'on était. Comment recréer du collectif. Donc c'est ce qu'on va voir avec différentes pistes de réflexion. Donc
c'est tout ce qu'on va dire après, c'est des pistes de réflexion, on n'apporte pas des solutions. Et tout ce qui est manifeste convivialiste, ça va être notre interprétation personnelle, hein. Le petit bouquin est là, tout le monde peut le lire. Il y a beaucoup comment dirais-je, de prise de conscience morale, écologique, économique, politique. Et nous, on va prendre une partie de ça et puis vous proposer une lecture de ce manifeste. Donc cette image représente un bon exemple d'équipe résiliente, on va dire. Mais est-ce qu'on a le même cas ici, là? Alors effectivement, moi je prends souvent les deux exemples, pareil des équipes nationales. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est peut-être un peu ancien, mais demi-finale 2014 de foot à ce coup-ci, au Brésil, Brésil-Allemagne. Alors je prends très souvent ça dans mes formations parce que c'est vraiment un super exemple. Jamais j'ai vu ça dans un match de foot, peut-être que vous vous en rappelez, hein, ceux qui sont fans de foot. Mais en 4 minutes ou en 6 minutes, l'équipe du Brésil se prend 4 buts. Un truc, c'est peut-être en U11 on peut voir ça, mais on ne voit pas ça dans le demi-finale, en plus chez eux, devant leur public, où il n'y a que des stars en fait. Donc on est une équipe composée de stars et qui se décompose littéralement en très peu de temps. Mais décomposer, c'est pas une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça rentrait comme dans une passoire, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et ce qu'on voit dans ces photos-là, c'est, en fait, ils sont tout seuls. Bon, les Allemands qui sont contents, bon, ils se félicitent, c'est super. Mais les autres Brésiliens, ils sont tout seuls. Il y en a qui sont, ils regardent par terre. D'autres, c'est le regard dans ses chaussettes. Ils sont tout seuls, ils ne se parlent pas. Personne ne parle. Chacun revient, on n'a pas tous les vidéos, mais chacun revient à son poste sans se parler. Ça fait 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu quand même une prise de conscience. Ils se remettent ensemble et là, ça commence un peu à lutter. Mais tant qu'ils sont dans une résilience à peine individuelle, il n'y a plus d'équipe du tout. Là, c'est une somme d'individus. On est au niveau basique. On verra les différents niveaux d'équipe. Ils sont, même si ce sont des stars, hein, ils sont au niveau basique de l'équipe. Il n'y a plus rien qui marche. Du coup, j'ai démarré le départ de notre exploration. C'est ça. Les différents manifestes, comment on peut les aborder, en fait, ces différents états d'équipe? Oui. Et donc, pour démarrer cette exploration avec le manifeste convivialiste, je propose de démarrer du modèle de culture de Schneider. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle de culture? Un modèle de culture, c'est un modèle qui va mettre en lumière les normes et les valeurs qui s'appliquent au sein d'un groupe d'individus ou même dans une organisation. Et de fait, cela va identifier la façon dont les personnes abordent le travail et comment elles s'abordent aussi entre elles. D'accord ? Et donc Schneider, dans son modèle, nous propose 4 types de culture, de modèles de culture. Le modèle du contrôle, c'est-à-dire agir et garder le contrôle. Le modèle de culture de la compétence, c'est-à-dire être le meilleur, très professionnel, très compétent dans son domaine. Le domaine du développement personnel, c'est-à-dire se développer vers un objectif qui fait sens. Et le dernier modèle de culture, c'est la collaboration. Comment bien travailler ensemble. Un autre aspect important du modèle de culture de Schneider, ce sont les axes. Donc l'axe horizontal qui indique le focus de l'organisation. Un axe orienté très individu, donc très personnel, ou versus entreprise très impersonnel finalement. Et l'axe vertical, donc orienté vers la réalité, l'actualité, et l'axe vers le bas, vers les possibilités, donc le futur. Et donc Schneider nous explique que dans son modèle, il est très facile de passer d'un modèle de culture de contrôle à collaboration, par exemple, ou contrôle à compétence, de faire ce cheminement. Par contre, il est très difficile de passer d'un système de culture de contrôle à un système de culture de développement personnel. Vous devez cheminer obligatoirement d'abord par un système connexe. Et par rapport à ça, vous pouvez, par rapport à votre modèle de culture dans l'organisation, ce qui est intéressant de faire, ce sont les compatibilités naturelles. Sur le domaine de culture du contrôle, on va retrouver naturellement le Kanban. Le Kanban s'applique très bien, la méthode Kanban. Sur le domaine de culture de compétences, vous allez retrouver le software craftsmanship ou l'artisanat du logiciel. Le fait d'être très compétent, très expérimenté sur la partie technicité. Et sur les deux modèles de culture collaboration, développement personnel, on va y retrouver le manifeste agile, en grande partie. Donc, parce que les principes et les valeurs du manifeste se diffusent sur ces deux domaines. On a un peu dans le manifeste agile, un peu sur le domaine de compétences, mais très peu finalement, donc majoritairement sur le domaine de collaboration et développement personnel.
Ce classement, c'est Michael Sauta qui le fait dans son ouvrage Un guide de survie à l'adoption ou la transformation agile, ou comment travailler avec votre culture d'organisation. Et Benoît et moi, par rapport à ça, on s'est posé la question, mais où est-ce que se situe le manifeste convivialiste là-dedans? Et notre premier positionnement, c'était de le positionner au niveau de la collaboration. Et en fait, on s'est rendu compte, en parcourant le manifeste, en l'étudiant, qu'on était plus sur le... Il venait se superposer au manifeste agile. Il était sur ces deux niveaux, en fait. Mais, puisqu'on parle du manifeste convivialiste, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le manifeste convivialiste, Benoît? Oui, très bien. Il y en a qui le connaissent déjà dans la salle, le manifeste convivialiste, qui l'ont lu, non? Bon, c'est un petit bouquin, là, ici, là, hop. Un petit bouquin qui se lit assez vite en plusieurs pages. Hein. C'est écrit par une soixantaine d'intellectuels. Hein. Tu peux passer du coup, ouais, une soixantaine d'intellectuels. Si on le résume en une phrase, enfin, ça c'est ma perception, hein, c'est l'art de vivre ensemble de manière harmonieuse, respectueuse et équitable. Hein. Donc c'est un gros chapitre. C'était issu d'un sentiment de glissement, de décalage entre la direction que prenait le monde ou la situation actuelle et la situation souhaitée. Hein. Donc ça fait vraiment rebond par rapport à ce que disait Alice tout à l'heure hein, sur la partie du climat et de la nature. Et donc une soixantaine d'intellectuels, essentiellement des sociologues, des économistes, des scientifiques, qui sont penchés et qui ont pris la décision de faire un manifeste. Alors, est-ce que, tiens, on va faire encore un jeu, tiens, j'ai des cartes là. Oui. Est-ce que vous connaissez, à part le manifeste agile, un autre manifeste? Pardon? Software Craft. Craft, oui. Ok. Est-ce que vous en connaissez un autre? Dans l'histoire, hein, pas que IT, on va dire, hein, mais... Oui, manifeste communiste, très bien. Il y en a qu'on avait identifié, d'autres qu'on n'aura pas identifié. Donc ils sont bienvenus aussi, on va apprendre. Celui-là, on l'avait noté. Un autre ou pas? Non? Bon, en fait, tous ces manifestes-là, il y avait aussi le manifeste surréaliste, qui sont des ruptures dans l'histoire. Manifeste communiste, une rupture dans la vie politique et dans l'économie. Manifeste surréaliste, une rupture dans la partie, dans le côté artistique, dans les mouvements artistiques. Le manifeste agile, bah, c'est une rupture dans le mode de travail, on va dire, au sens large. Et puis le manifeste convivialiste, bah, il veut une rupture sur la direction que prend le monde par rapport à ce qui est souhaité. Et donc une question, c'est est-ce qu'un autre monde est possible par rapport que celui qu'on a actuellement? Et donc c'est une déclaration virale et monde interdépendance. C'est vraiment ce qui ressort du manifeste convivialiste, c'est l'interdépendance. On va voir les différents niveaux. Publié en 2013, puis mis à jour en 2020, donc c'est assez récent. Hein. Pour mobiliser toutes les énergies humaines pour réfréner l'hubris. Alors l'hubris c'est quoi? C'est un terme grec. Je ne connaissais pas avant, hein. Un terme grec qui désigne essentiellement l'ego, tout ce qui est plus l'ego. Donc en fait, on va essayer de réfréner la course à l'ego. Mais derrière l'ego, ils vont plus loin, c'est tout ce qui est puissance, rivalité, démesure, illimitation. Je reprends, en plus ça fait vraiment écho à ce que disait Alice, hein. La Terre elle est limitée, donc chercher quelque chose qui est limité, c'est absurde on va dire. Et donc ils vont essayer de voir tout ce qui reste refrain, qui réfrène un petit peu toutes ces envies-là. Et on va faire les parallèles aussi avec le monde agile. Alors c'est pas qu'un doux rêve, on va dire ouais c'est un manifeste, c'est une belle idée, super, est-ce qu'on peut changer le monde? Bah écoutez, Constitution équatorienne 2008, 2009 en Bolivie, c'est inscrit dans la Constitution de ces pays-là, le droit de la population à vivre dans un environnement sain, écologique, équilibré, qui garantisse la durabilité et le bien vivre. Donc voilà, c'est inscrit, c'est pas une parole en l'air, et toutes les actions sont dans ce sens-là. Si on ne le fait pas, c'est anticonstitutionnel, on va dire. Alors, dans ce manifeste, si on se voit un petit peu, il y a 5 principes et un impératif. Le premier principe, on l'a vu, c'est commune, il appelle comme ça, j'ai repris les termes, hein, c'est commune naturalité. Donc, si on résume, c'est une seule et même planète. L'homme c'est une seule planète. L'homme fait partie intégrante de cette nature. Il est en interdépendance avec les natures. Donc il peut pas dénaturer sa propre nature, sinon où est-ce qu'il vivra? Il en est responsable aussi. En plus, l'homme est un animal pensant, donc il est responsable aussi de sa nature. Donc c'est un des premiers points qui est hyper fort dans leur manifeste. Deuxième point, commune humanité. Quelles que soient nos différences de culture, de nation, de religion, de couleur de peau, il n'y a qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens sapiens, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc on est en interdépendance avec notre propre espèce.
Commune socialité, on a tous le même mode de vie à plus ou moins grande échelle. L'homme est un animal social, donc on vit en petite communauté. C'est une des caractéristiques aussi de l'être humain. Et donc c'est cette richesse d'échange qui fait la progression de l'espèce humaine. Donc une interdépendance dans des groupes sociaux. Donc là on est 3 niveaux d'interdépendance qui permettent d'avoir un 4e principe, ce qu'on appelle légitime individuation. Ça veut dire quoi? C'est que la personne peut grandir dans ce système-là à partir du moment où elle respecte les 3 premiers principes d'interdépendance. Si on est en contradiction avec l'un des 3, il y a peu de chances que l'individu puisse grandir en lui-même, quoi. Et donc chaque personne est unique, donc on va développer sa personnalité, son individu dans ce principe-là. Le 5e, opposition créatrice, donc chaque idée est unique. Donc c'est dans la rivalité et dans l'échange des idées qu'on peut construire de nouvelles idées. Si tout le monde est absolument d'accord avec tout, il y a peu de chances qu'il émerge quelque chose. Donc c'est comment on interagit. Donc ce qu'on va proposer tout à l'heure, il y aura peut-être des choses qui vont dire ah, tiens, je suis pas d'accord. C'est pas grave, c'est normal, ça permet d'échanger et de progresser et d'avoir un dialogue et une construction derrière. Et le dernier, on l'a dit, l'impératif de maîtrise de l'oubris, donc tout ce qui est, c'est pas un jeu de mots, mais anthropique et anthropique. Anthropique, donc genre toujours plus d'imitation. Et anthropique au sens centré sur soi ou sur l'être humain. Voilà, c'est le maîtriser. Ça ne veut pas dire le nier, mais le maîtriser, quoi. Et donc là, notre interprétation par rapport à ça, c'est qu'on voit différents niveaux. Donc d'abord la nature, l'être humain, la société, donc si on est en interdépendance avec ces 3 niveaux, pour pouvoir créer un individu unique et des idées fécondes. Et par rapport à ça, le manifeste agile, il se correspondrait un peu à ces interactions individus, société et idées. Donc on voit que le manifeste convivialiste, qui est pas du tout axé sur l'IT, hein, mais c'est beaucoup plus large, mais ça nous permet de nous voir un petit peu les différents niveaux de résilience qu'on va avoir dans les équipes par rapport à ces principes-là. Mais du coup, Benoît, le manifeste convivialiste, il nous oriente comment dans notre quotidien? Pour l'agilité, tu veux dire? Oui, pour l'agilité. Ouais. Eh bien, bon, commune naturalité, il n'y a pas de parallèle particulier, mais on a commencé sur commune humanité. Tout le monde a les mêmes droits dans une équipe agile, il n'y a pas de hiérarchie. Donc ça, c'est un point fondamental. Commune socialité, en fait, ça c'est plus évident. Hein, la première valeur du manifeste agile, les personnes et leurs interactions. Donc comment ça favorise ces interactions, ces personnes. Tous les rituels Scrum derrière, hein, ces rituels et le fait d'être en petite équipe, c'est reproduire ces interdépendances à petite échelle. De commune socialité, partager les mêmes responsabilités et les mêmes objectifs. Commune individuation, en fait, c'est la première valeur, ou le premier mot, j'ai envie de dire même, du manifeste agile. Alors souvent, le manifeste agile, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quoi une définition? On aime bien une définition qui soit bien cadrée, etc. Moi, ce que je reviens souvent sur le manifeste agile, c'est le premier mot. La première valeur, c'est le premier mot de la première valeur, c'est individuals, personne. C'est pas pour rien, je pense. Hein. Pour ça, c'est un doux hasard. Soit c'est pas, il n'y a jamais vraiment de doux hasard quand on est, je sais pas, une vingtaine à réfléchir là-dessus. Bon, c'est trouvé que c'est le premier mot. Les personnes, bon, versus les processus, mais surtout les personnes. Donc, on a bien affaire à des individus et non des ETP, des équivalents temps plein. On a bien des individus. C'est bien d'avoir ça quand même. Et donc, on va essayer de développer les personnes au sein de son équipe, en tant que coach, en tant que Scrum Master, en tant que développeur, en tant que équipier, en fait, de pouvoir se développer soi dans son équipe. Dans le respect des 3 premiers principes, encore une fois. Et le dernier, opposition créatrice, c'est que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse s'écouter, chacun puisse parler et contribuer à l'amélioration du groupe en échangeant, en se contradisant peut-être, mais en pouvant faire émerger de nouvelles idées. Donc ça, c'est la partie vraiment constituante de la rétrospective. Donc ça, c'était dans le cadre agile, mais dans notre quotidien de tous les jours, comment on peut l'appliquer Dans notre quotidien, en fait, ou en quoi ça peut nous éclairer dans les équipes ou dans notre quotidien, c'est la notion d'interdépendance. Il faut être connecté à soi, aux autres et à la nature. Alors ça paraît une évidence, mais si vous voulez commencer à être résilient au niveau des équipes, il faut déjà que les personnes soient résilientes elles-mêmes, quoi. Donc reconnaître et stabiliser les états de résilience. C'est important en termes de coaching, de voir un petit peu les états de l'équipe, prendre du recul. Trop souvent, on est un peu né dans le guidon, on est dans la routine et on n'a pas le temps de voir un petit peu quels sont les éléments fondateurs dans l'histoire de l'équipe ou dans sa propre histoire. Qu'est-ce qui nous a permis de dire « Ah là, c'est un moment clé ». De réussite ou d'échec, mais il faut bien le visualiser, l'exprimer pour que l'équipe puisse bien le voir, pour qu'après, en cas de problème, on puisse s'y rattacher. Un peu comme l'équipe tout à l'heure du Brésil, ils étaient tout seuls, ils ne se sont pas mis ensemble pour dire « Allez, rappelez-vous, ça nous est déjà arrivé une fois, et là, c'est bon, on repart. » quoi. Rien. Rien, ça ne marche pas. Quoi.
Retour aux sources, nature, être humain. Donc là, on reprend les 5 niveaux. Alors, retour aux sources, je vais vous donner 2 exemples personnels. Par rapport à ces 3-là, retour aux sources, se retrouver, se recentrer, c'est par exemple la crise du Covid. Pourquoi je pense ça? Parce que tout le monde a connu la crise du Covid. Tout le monde n'a pas vécu pareil. Mais très souvent, on voit un retour aux sources, à la nature. Je vais donner un exemple tout simple. Nous, on était confinés dans une maison. Mais très souvent, avec ma famille, on allait dans un petit bois à côté de chez nous. Et on allait pique-niquer dans ce bois. C'était notre coin de verdure. À tel point qu'on a appelé le bois du confinement. C'était la zone, ça nous permettait d'être résidents. On avait mis ça, c'est cet endroit-là particulier. Se retrouver entre amis, donc je vous ai souvent fait des apéros WhatsApp, des trucs comme ça. Bon, plein de personnes ont fait ça. Il y a ce besoin-là de résidence, retrouver ces niveaux. Donc c'est un besoin de retrouver ces niveaux, il faut les identifier. Quand je dis ça, c'est que c'est intéressant aussi après, une fois qu'on les a identifiés, de se dire j'ai un problème, je vais essayer de retrouver ces niveaux-là, suivant l'état de stress dans lesquels on est, pour ne pas redescendre toutes les étapes, quoi. Et se recentrer soi, il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, pendant la crise du Covid, ont dit on fait un bilan soi-même. C'est quoi mes aspirations? Qu'est-ce que j'ai fait avant, que je ne fais plus, que j'aimerais refaire? Voilà, se recentrer par rapport à ce qu'on a fait. Alors un exemple plus côté agilité, là, retour aux sources, un truc tout simple, que vous avez peut-être déjà fait. D'ailleurs, je pose la question, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez déjà fait des rétros dehors, en pleine nature? Jérôme, ouais. Et comment c'était passé? C'était sympa. Ouais. Donc ça met vraiment quelque chose de différent. Parce que déjà, tu as un changement de perspective, de reconnecter autre chose, tu vois le monde différemment, tu as un effet de recadrage. C'est tout de suite une dynamique. Et en plus, si tu le fais en mouvement, oui, c'est top. Exactement, c'est ça. Donc Jérôme disait, je le dis pour la caméra, oui. Donc on se retrouve, on change de cadre et on s'exprime de manière plus ouverte. C'est exactement ce que j'ai expérimenté aussi, le fait de faire ça. En fait, c'est beaucoup plus ouvert, on se détache des mécaniques, des post-it, etc. Ah, mais comment on va faire? On va y arriver, on va parler. Ça ouvre vraiment, sortir du cadre, c'est super essentiel. Même en termes de coaching, en termes d'accompagner quelqu'un, plutôt que dans un bureau en face à face, l'accompagner en marchant le long de la scène ou d'autres choses, ça marche beaucoup mieux que d'être dans un bureau. Donc sortir, être dans la nature, c'est pas grand-chose. Tout le monde peut le faire et vous allez voir votre rétro de temps en temps ça va lui donner un peu d'air, quoi. Alors sortir de l'hubris, ce qui n'est pas évident quand on parle sortir de l'hubris dans la compétition, etc. Parce qu'on est quand même façonné dans ce monde-là, qu'on le veuille ou non, très tôt, à l'école ou ailleurs. Donc comment passer de la culture de la compétition à la culture de l'entraide? L'agilité, c'est bien aussi le défi qu'elle a, c'est-à-dire qu'on est dans une culture de collaboration, d'entraide. D'ailleurs, vous en faites partie, l'Agile Tour, là, c'est un événement collaboratif. Vous venez, c'est gratuit, vous donnez, vous recevez. C'est dans toute confiance et bienveillance, mais c'est comme ça que ça permet d'aller plus loin, quoi. On apprend des choses et on échange. Donc comment passer d'une culture de contrôle à une culture de la confiance, que les deux vont s'opposer, et pareil, compétition et collaboration. Donc comment switcher rapidement de l'un à l'autre, quoi. Là, c'est un peu ce qu'on disait l'autre fois, c'est un peu Xavier, un peu l'instant poil à gratter, parce que là, on peut ne pas être d'accord avec nous, mais c'est pas grave, c'est le principe d'opposition créatrice. Donc, quand on entend parler, j'entendais ce matin Rachel qui disait plus de vélocité, etc. Donc, elle a bondé dans ce sens-là, plus de vélocité, plus d'amélioration, et j'irais même plus loin, plus d'agilité. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas une question bien ou pas bien, c'est pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il y a cette question-là? Et pas le faire de manière aveugle, parce que même plus de vélocité, ça c'est simple, mais même plus d'amélioration, des fois on voit des équipes qui nous disent « ouais mais là on n'arrête pas, on peut se souffler un peu et profiter du moment ». Pourquoi pas, ouais. C'est pas interdit de savoir se stabiliser. C'est d'autant plus intéressant des fois de se stabiliser pour pouvoir rebondir derrière. Donc après les différentes pratiques derrière, on a listé plein, empathie, il y a plein de pratiques dans le management 3.0, l'holocratie. Keep it simple and stupid ou less is more, des fois c'est bien de s'opposer, c'est bien de profiter du moment présent, c'est bien de profiter aussi des gains obtenus, parce que si on est toujours à la course à plus, à un moment donné, il n'y a pas grand chose qui sort, donc c'est bien de s'opposer pour pouvoir rebondir, c'est pas juste se poser et ne plus rien faire, c'est juste se poser, souffler, et après on peut aller à l'étape d'après. D'ailleurs sur ces étapes-là, tu as peut-être des exemples à nous montrer, Xavier? Oui, tout à fait. Pour cela, je vais m'appuyer un peu sur l'ouvrage de Olivier de Villard, La dynamique des équipes et intelligence collective. Donc, Olivier de Villard, dans son livre, identifie 5 stades de maturité d'équipe.
du stade A au stade E. Le premier stade de maturité d'équipe, c'est la juxtaposition d'individus, peu de maillage entre les individus. En fait, ce stade-là se produit quand l'organisation décide de mettre des individus ensemble, mais ces individus ne se connaissent pas. Et puis, pour passer au stade B, il y aura souvent un événement fondateur déclencheur qui va faire que le groupe va se retrouver dans un système de groupe d'appartenance. Le fait de vivre un événement commun, une histoire commune. Donc ça peut être un événement heureux ou malheureux, hein, les deux fonctionnent. Et là, on va voir apparaître la notion de coordination d'individus. Donc à ces stades de maturité, le degré de confiance n'est pas encore établi et on va parler de pseudo-équipe. En termes de résilience, on va voir peu ou pas de résilience. Puis, on va passer au stade C, au stade B, au stade C. Et là, Benoît, je pense que tu as un exemple pour dire que c'est très important de ne pas négliger ce passage-là. Oui, en fait, moi je facilite des hackathons managériaux, donc c'est entre managers, c'est dans des branches RH. Et j'en ai fait 4 et les premières fois c'est super bien passé, l'équipe gagne, c'est super content. La deuxième fois on dit ouais mais là vous avez passé un peu trop de temps, mais même beaucoup trop de temps, genre 2 fois plus de temps que prévu sur une première partie, il faut accélérer. Ok, on accélère, ça n'a pas marché, l'équipe elle est vite redescendue, dès qu'il y a eu un problème, elle est redescendue au stade B, ça n'a pas marché. Les fois suivantes, on a refait ça, on a pris du temps, créé une équipe, créé un sentiment d'appartenance à l'équipe et à chaque fois, non seulement ils ont gagné, mais surtout ils ont gagné du temps. Ils se sont construits le groupe. Le but, c'était pas que de gagner le jour même, c'est de créer un groupe qui perdure dans la suite, qui soit fondateur. Et pour ça il faut prendre du temps. Il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas chercher à faire plus d'eux tout de suite. Stabiliser tant qu'on n'a pas vraiment une équipe constituée avec une connaissance des personnes, une confiance entre les personnes, même si les personnes ne se connaissent pas en arrivant, on peut déjà très rapidement créer par différents outils une confiance, ça soit une devise ou quelque chose, un groupe d'appartenance, là, on perdra du temps, quoi. C'est important de stabiliser ces états-là. Oui. Oui, très important. Et donc au stade C, on aura une équipe constituée avec un objectif et le degré de confiance qui commence à s'établir. Donc on le voit ici. Puis au stade D, donc chemin faisant, l'équipe va agir avec des actions concertées. On va avoir les notions de coopération, d'entraide au niveau des individus. Et on va avoir faire un collectif avec de l'interactivité, de l'engagement et habilité tactique. Là, le degré de confiance est encore croissant. Là, on va parler d'équipe authentique. Là, on a vraiment, à partir du moment où il y a la confiance, il y a l'équipe authentique. Puis, on va aller jusqu'au stade E, qui est vraiment l'intelligence collective avec des aptitudes de complicité, d'anticipation tactique et d'habilité partagée. L'équipe, à ce moment-là, est vue comme un seul homme. Le degré de confiance est à son paroxysme. On parle alors d'équipe excellente. Alors, Olivier de Villard, dans son livre, précise qu'en entreprise, c'est très rare d'atteindre ce niveau d'équipe excellente. Personnellement, en 20 ans de carrière, je l'ai rencontré une fois. Ça arrive quand même. Et donc sur ces niveaux ces stades de maturité, là l'équipe, la résilience, on peut dire qu'elle est établie, elle est constituée, on a une histoire de co-responsabilité. Mais cependant, il ne faut pas oublier qu'un état n'est jamais stable. Et vous pouvez facilement redescendre à un état inférieur. Il suffit qu'un nouveau membre d'équipe arrive ou un membre d'équipe parte, et vous pouvez être complètement déstabilisé. Vous avez affaire à une nouvelle équipe, donc il faut tout reconstruire. Donc ne jamais penser qu'un stade de maturité est atteint et acquis définitivement. Voilà. Ah, encore un jeu de cartes à gagner. Est-ce que vous reconnaissez ce match? France-Nouvelle-Zélande, bien, on va dire. Là, ça va. Alors, on va dire quelle année? C'est le match. Alors, le match, quel match? Plus précisément. Coupe du Monde, oui. Quelle année? On a gagné avec en 2007. Non. C'est plus ancien. 99, qui a dit 99? Là, deux jeux de cartes. Hop, il y en a d'autres. Oui, il s'agit de France-Nouvelle-Zélande à Twickenham en 1999. Donc sur ce match-là, l'équipe de France est donnée perdante à 20 contre 1. Les bookmakers, il y a même certains bookmakers anglais montent à 25 contre 1. Dans les faits, au bout de 45 minutes, la France est menée 24 à 10. Imaginez, 24 à 10 au bout de 45 minutes. On pense que le match est plié. Que va-t-il se passer? Pas tout de suite, avant. Mais c'est vrai, Dominici va marquer un essai. Avant, il va y avoir un coup de génie de Fabien Galtier. Vous voyez qui est Fabien Galtier, qui va sortir 2 ballons pour la maison, qui va enchaîner 2 drops. Ce sont des séquences qu'ils avaient répétées à l'entraînement. Donc c'est pas un hasard.
et ils savaient qu'en sortant le ballon, la maison était derrière. Donc, confiance. Confiance, ouais. L'équipe remonte 24-16. S'ensuit une déstabilisation de l'équipe néo-zélandaise en face, qui perd confiance. Ils font des erreurs. 2 pénalités pour la France. La France remonte 24-22. Et qu'est-ce qui va se passer après, effectivement? Dominici, merci Jérôme. Dominici, après un coup de génie de encore Fabien Galtier, qui tape un coup de pied à suivre, Dominici va récupérer le ballon au milieu de la défense néo-zélandaise, il va traverser la défense néo-zélandaise et il va aplatir au milieu des poteaux. La Nouvelle-Zélande est menée 29-24. Et ça va continuer jusqu'à la fin du match. Les Néo-Zélandais vont encaisser 33 points en 30 minutes. La France finira par l'emporter 43-31. On dit que c'est un des matchs mythiques qui a marqué l'histoire du 15 de France. Il y avait à un moment donné aussi quelqu'un qui avait dit, je ne sais plus quel joueur, il a marqué l'essai. Et en fait, quand on revoit les ralentis, il a marqué l'essai, mais on lui fait une passe juste avant. Il dit, mais entre joueurs, ils se sont débriefés après, mais il ne fallait pas me faire la passe. T'étais à 2 mètres, tu glissais, tu tombais. Et en fait, il fait la passe. Il est quand même plaqué et dans l'élan, il glisse, effectivement, il est dans l'embut, quoi. Il dit, mais pourquoi t'as fait la passe? Et le joueur a dit, mais j'avais tellement confiance dans mon équipe, plus qu'en moi, je sentais que j'allais me faire rattraper, j'ai pas pris le risque. Et il dit, t'aurais pu faire un en avant, t'aurais pu la louper. Ben non, c'était pas possible. C'était telle confiance qu'en l'autre, c'est pas possible. Et donc, c'est ce qui a fait une constituante d'équipe excellente, comme le montrait Xavier tout à l'heure. Voilà l'exemple d'une équipe hyper résiliente. Donc dans la vie des équipes agiles, je reprends un terme des images de sport collectif, mais on se rend compte qu'il y a la vie n'est pas un long fleuve tranquille et donc il y a des perturbations. Alors les perturbations vont être de 2 types. On va identifier des perturbations de type externe, donc comme la pression de l'organisation, des problèmes de qualité, plus de résultats, perte de budget, etc. Mais au sein même de l'équipe, il y aura aussi des perturbations internes. Et donc on va retrouver le manque de confiance, le mépris, nombrilisme, agressivité, jugement de valeur, manque de cohésion et d'émulation, langue perfide et gros égos, manque de solidarité, absence attendue ou inattendue d'un membre de l'équipe, ça arrive, des maladies ou autre. Et puis peut-être un des membres d'équipe qui est intégré, qui n'est pas forcément compétent et qui va ralentir l'équipe, problème d'intégration, voilà, absence d'engagement, etc. Et par rapport à ces dysfonctionnements d'équipe, je vais m'appuyer encore sur un autre modèle, c'est mon dernier modèle. Donc les modèles sont forcément faux, mais ils nous permettent de nous situer. Donc je les utilise juste pour qu'on puisse se situer. Et donc le premier, dans la pyramide de Lancioni, qui est donc son ouvrage, c'est Optimiser votre équipe ou les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Et donc le premier dysfonctionnement ou premier niveau de résilience qu'il identifie, c'est le manque de confiance. Donc sur la confiance, je vous renvoie aux excellentes conférences de notre ami Jérôme Urvoise qui est dans la salle. vous comprendrez que c'est la base, c'est la constituante essentielle d'une équipe. Pas d'équipe sans confiance. Et donc, pour avoir la confiance, il va falloir surmonter son besoin d'invulnérabilité. Ça, c'est le piège, le piège, c'est de garder son besoin d'invulnérabilité. Et le défi, ça va être montrer son invulnérabilité pour s'ouvrir aux autres. Là, on va pouvoir commencer à établir des relations de confiance. Pour passer, le deuxième stade, ça va être la peur de la confrontation. C'est-à-dire que si les équipiers ne sont pas en confiance, ils ne peuvent pas dire les choses, oser dire les choses, s'affronter. Donc le piège, ça sera l'harmonie artificielle, et le défi, ça sera oser les confrontations productives. Le troisième palier, c'est l'absence d'engagement. Ça, c'est le fait que quand les personnes ne peuvent pas exprimer leurs opinions, eh bien, elles ne vont pas monter sur le bateau. Elles ne vont pas s'engager. Donc, il va rester une mesure de l'ambiguïté. Et le défi, ça sera de soutenir les décisions et de les suivre. Le quatrième niveau, c'est l'évitement de la responsabilisation. Ça, c'est quand l'équipe a des critères peu élevés ou quand un des équipiers ne respecte pas les critères élevés de l'équipe. Et du coup, le défi, ça sera de se tenir mutuellement responsable, ramener à des critères de qualité qui sont élevés par rapport au niveau de l'équipe. Et le dernier niveau, c'est l'inattention portée aux résultats.
Alors ça, on va parler de le piège des statuts légaux, hein, être plus concentré sur ses propres résultats que les résultats de l'équipe, d'accord. Et le défi, ça sera de remettre le collectif au centre. Alors, Patrick Lencioni, dans son livre, je recite un exemple d'histoire de sport collectif. Donc, il prend l'exemple d'un joueur de basket qui était concentré sur ses résultats en premier, et il pouvait être satisfait. Même si l'équipe perdait, en fait, à partir du moment où il avait atteint son niveau de points. Il s'était mis un quota de points à atteindre tous les matchs. Et à l'inverse, hein, si l'équipe gagnait mais que lui n'avait pas atteint son quota de points, eh ben, il était insatisfait. Donc le manager, dans cette configuration-là, a décidé de se séparer du membre de l'équipe. Même malgré qu'il ce soit un très bon élément. Hein. Il était très performant et donc il s'est séparé de ce membre d'équipe. Et il a réintégré 1 an plus tard. Et l'année plus tard, mais dans une autre posture. Il était plus concentré sur la réussite de l'équipe. Et alors, cette année-là, l'équipe a remporté le championnat. Et des dires même du joueur, c'était une de ses meilleures années professionnelles. Voilà, comme quoi, abandonner l'ego et se mettre au service de l'équipe apporte du bienfait aussi pour soi-même. Donc c'est une histoire d'équilibre. Alors tout à l'heure, Benoît a fait le parallèle entre le manifeste agile et le manifeste convivialiste. Enfin, le manifeste convivialiste en allant vers le manifeste agile. Là, je vais faire un peu l'inverse. Je vais prendre la pyramide de Lencioni et puis je vais regarder un peu les similitudes avec le manifeste convivialiste. Et là, c'est étonnant parce que sur le niveau de confiance, on parlait d'invulnérabilité. Chaque individu est unique. On peut le raccrocher un peu au principe de légitime individuation qu'il y a dans le manifeste convivialiste. Idem sur le stade de confrontation, on a le principe d'opposition créatrice dans le manifeste convivialiste. Sur la partie engagement, le défi, c'était soutenir les décisions du groupe et les suivre. On pourrait le rapprocher, ce sont que des propositions, hein, du principe de commune socialité. On appartient tous à une même équipe, à une même société. Et sur le niveau de responsabilisation, le défi c'était de se tenir mutuellement responsable. Eh bien, on peut le rapprocher du principe de commune humanité. On est tous dans le même monde, on est liés. Et enfin, le dernier niveau, remettre le collectif au centre, éviter le tout pour soi. Voilà, évidemment, on le rapproche de l'impératif de maîtrise de l'hubris. Et sur la commune socialité, je ne sais pas si vous avez beaucoup dans vos équipes d'objectifs d'équipe, ou c'est surtout encore des objectifs individuels. Il y en a qui ont des objectifs d'équipe au global? Quelques-uns, oui. Ok, d'accord, très bien. Oui, c'est comme ça que ça va permettre aussi d'avoir un même objectif et sortir de l'ego. Parce qu'on parlait l'exemple du basket. Hein. S'il n'y a que des objectifs de tu dois faire tant de passes décisives ou tant de lancers francs, etc. Bon, bah, c'est pas les mêmes que l'équipe, elle va pas gagner. C'est le joueur qui va gagner. Ça va pas faire forcément gagner l'équipe, effectivement. Donc tout ça, c'est bien joli. Mais du coup, Benoît, qu'est-ce que ça nous apporte, ce manifeste convivialiste, du coup? Quelles sont les pistes de réflexion que l'on a ouvertes, là? C'est surtout de prendre du recul. Donc on ne vous apporte pas des solutions, mais une prise des reculs. Hein. Alors si on peut donner, pas une définition, mais notre compréhension de la résilience, hein. Chacun peut avoir la sienne. Hein. Nous, c'est plutôt, finalement, pour une équipe, mais pour un individu, c'est comment transformer un sentiment en un autre. Quand on est en phénomène de résilience, on a un sentiment, agréable ou pas agréable, et à un moment donné, on va revenir à un sentiment qui va se stabiliser. On va passer d'un sentiment, par exemple, de stress, de peur, d'inconfiance, à un sentiment de confiance, d'être rassuré. Donc, en fait, cette résilience, c'est un peu ce passage d'un sentiment à un autre. C'est de l'alchimie psychologique, quoi, à soi, mais aussi au niveau de l'équipe. Donc, pour les équipes, ça va être d'identifier les états stables et les émotions. Alors déjà, pour une personne, ça peut se faire, c'est pas toujours évident. Pour les équipes, ça va demander pas mal de recul, d'échanges et de discussions. Identifier les états stables. J'ai vu dans des équipes où ça s'était super bien passé. À un moment donné, justement, c'était après l'été. Une équipe qui avait beaucoup de problèmes d'autonomie. Et là, c'était le Scrum Master et la PO sont venus, on n'était pas là. Super bien passé. Tout s'est mieux que prévu.
Ok, très bien. Je dis, ben, vous en avez parlé à l'équipe? Ben non, pas encore. Ben, vous comptez le faire quand? Parce que si vous ne le faites pas là, vous loupez une occasion, quoi. C'est-à-dire qu'une occasion comme ça, de l'identifier, de bien l'ancrer dans la mémoire de l'équipe, vous n'aurez pas cet état de résilience tous les jours, quoi. Donc le marquer, y faire référence de manière à ce que dès qu'il y a une stabilisation, rappelez-vous comment c'était, rappelez-vous comment vous étiez dans ce moment-là. Ok, ça va vite désinhiber les premiers stress, les premières perturbations que tu montrais, Xavier. Prendre du recul par rapport aux événements, bon ça c'est assez classique, hein, la posture méta, mais elle est vraiment importante parce que l'équipe elle-même ou les personnes dans l'équipe n'auront pas le temps de le faire. Donc il faut leur faire prendre conscience de le faire. Faites-le vous-même déjà et faites-le dans votre équipe et faites prendre la conscience à l'équipe de le faire. Donc souvent sous forme de rétro ou autre, hein, mais ça va être vraiment important. Développer l'autonomie, la confiance des personnes, donc ça, j'en ai parlé un petit peu sur l'autonomie et la confiance, Xavier aussi en a parlé, donc ça va permettre aussi de stabiliser. Alors, pourquoi on dit des personnes? C'est-à-dire que si vous voulez une résilience d'équipe, il faudra qu'il y ait une résilience des personnes. C'est-à-dire que, rappelez-vous les principes d'interdépendance, il y a l'humain, la nature, etc. Donc si vous faites abstraction de ça, l'équipe est constituée d'une somme d'humains. Si ces humains ne sont pas résilients à un moment donné, vous aurez du mal à cranter sur une résilience d'équipe. Prendre le temps, ça c'est vraiment un truc, c'est tout bête, hein, mais c'est savoir prendre le temps, ne pas être à la course à plus 2, plus 2, plus 2. Ça prend du temps. Changer de culture d'une société, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre. En tout cas, en général, c'est pas en sprint, c'est pas en semaine, c'est pas en jour. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, et c'est jamais fini. Donc, il faut prendre du temps, savoir le temps de se poser aussi. Dans les équipes, c'est vraiment important aussi de se poser. C'est le principe de la rétrospective, de se poser. Hein. Donc c'est important pour eux, même si j'ai envie de dire, c'est juste un moment de retrouvailles et de célébration, et c'est déjà beaucoup. Il faut le faire, quoi. Se ressourcer, se recentrer, ça c'est plus pour soi, encore une fois. Savoir revenir à c'est quoi notre ADN à nous, en tant que personne, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui motive l'équipe. Il y a des équipes qui ont des fois des chartes d'équipe, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est quoi notre ADN, c'est quoi ce qui nous ressemble. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'écrire du jour au lendemain, mais en tout cas en avoir conscience, même si c'est pas écrit, pouvoir l'identifier facilement dans une équipe. Et se recentrer sur soi, sur son équipe aussi à un moment donné, quand on est déstabilisé, il y a une perturbation, se recentrer. C'est aussi important pour le coach parce qu'il peut être déstabilisé par rapport à son coaching. Ça peut bien se passer dans une équipe, pas bien se passer. Il faut savoir se recentrer. Comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est pas en systémique, c'est pas la personne n'est pas le problème est le problème. Donc bien se recentrer sur soi et recentrer le problème sur le problème, c'est des points essentiels en termes de résilience. Consolider ces états-là. Tu voyais autre chose peut-être aussi, Xavier, pour compléter? Non, tu vas me piquer ma conclusion, donc c'est pas grave. C'est vrai? Je me disais. Non, mais Ah, sur le systémique? Alors c'est l'approche narrative en fait, le fait que non, c'est pas. Mais oui, pour compléter ce que dit Benoît, effectivement, ce que nous offre le manifeste convivialiste, ce sont des pistes de réflexion. Des pistes par rapport à la résilience, hein, de comment prendre de la hauteur. Et c'est hyper important, du coup, prendre de la hauteur, avoir une posture méta. Et ce que l'on a étudié avant, en fait, ce qu'on a montré, ce sont beaucoup des interdépendances. On a parlé de beaucoup d'interdépendances dans l'équipe, qui font qu'il y a des états de maturité qui arrivent. Et je me rappelle quand j'ai fait la présentation, j'ai répété la présentation en famille devant ma fille, et quand je lui ai montré la pyramide, là, la fameuse pyramide, elle m'a dit mais papa, là on dirait que c'est l'histoire que tu racontes, c'est l'histoire qui peut se passer dans un couple. Je lui dis effectivement, c'est naturel. On est en interaction entre les individus et ce que l'on raconte là, ça fonctionne à l'échelle du couple, hein, d'une relation à deux, à l'échelle de plusieurs relations dans une équipe, mais en prenant la hauteur et on arrive au niveau convivialiste, hein, au niveau de la société finalement. Je pense que c'est un peu ça l'histoire de tout ce qu'on vient un peu de vous raconter. Alors on vient juste d'ouvrir des pistes de réflexion, comme le disait Benoît. On ne vous apporte pas de solution aujourd'hui. On veut juste vous dire qu'il y a des choses qui existent. Ça sert de repère. Et puis dédramatiser, je pense que c'est important, la position méta, et de dire donc le fait qu'effectivement la personne n'est pas le problème c'est le problème. Enfin, la personne est la personne, le problème est le problème.
Et dans le manifeste, oui. Oui, vas-y. Non, je pense que j'ai terminé. Non, je voulais juste dire sur le manifeste convivialiste, là on a fait des rapprochements avec l'agilité, mais si vous lisez le manifeste convivialiste, c'est comment vivre ensemble, effectivement, c'est comment prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça, avec, comme disait Alice, notre gestion de la nature, notre gestion de l'humain, de l'économie, de la société. Si on va, c'est pas d'une manière unique, mais d'une manière globale dans cette direction-là, à un moment donné, ça ne va pas le faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à réagir par rapport à ça, d'où ce manifeste convivialiste. Voilà, en a terminé, espérant je pense qu'on est dans le temps, ouais. Oui, je pense qu'on est même en avance. Il y avait du temps pour avoir des questions. Donc voilà, l'idée c'est prenez le temps de vous stabiliser pour vous lancer dans des nouvelles aventures en fait. Pensez-y quoi. Venez, on est perturbé, on vit tous des perturbations. Posez-vous. Et après, vous pouvez stabiliser votre état et partez vers des nouvelles aventures. Et rebondir, parce qu'il y a des événements qui sont aussi fondateurs. Donc un événement aussi, il est ni bon ni mauvais. Enfin, ni bon ni mauvais. Il y a des effets négatifs, mais l'événement en soi, c'est juste un événement. Mais comment on peut le transformer pour se recréer derrière? Voilà, T'as merci. Si vous avez des questions, je pense qu'on est dans les temps. Monsieur le timekeeper, parfait.